Comme énoncé dans la précédente vidéo de cette série, utiliser Express nécessite de comprendre certains concepts clés, comme le routing, les routes, les middleware, etc. Dans cette troisième partie, nous allons découvrir le concept de middleware qui fait partie des concepts clés de la création de services web basés sur Express. Dans la précédente vidéo de cette série, nous avons vu que pour une route donnée, nous pouvons définir un gestionnaire de route. La chose que nous n'avons pas vue lors de la vidéo précédente, c'est qu'il est possible de définir pour une route donnée plusieurs gestionnaires de route. Et lorsqu'on procède ainsi, les différents gestionnaires de route deviennent ce qu'on appelle des middleware. C'est-à-dire que chaque gestionnaire de route peut choisir de traiter une requête et de retourner une réponse, ou de laisser le gestionnaire de route suivant traiter la requête. Nous avons ici une image qui permet de résumer le fonctionnement des middleware. Donc il faut noter que chaque carré ici représente un gestionnaire de route. Et vu que nous avons plusieurs gestionnaires de route qui sont définis ici, donc ces différents gestionnaires de route vont se comporter comme des middleware. Donc lorsque l'utilisateur effectue une requête vers notre application, en supposant que ceci représente une route donnée, donc la requête va transiter par ces différents middleware. Et à chaque fois que la requête passe par un middleware, le middleware peut choisir d'ajouter des informations supplémentaires à la requête, d'enlever certaines informations, de laisser passer la requête ou non, etc. Donc dans l'exemple que nous avons ici, donc l'utilisateur effectue une requête, donc la requête passe d'abord par ce middleware, donc ce middleware effectue une vérification et laisse passer la requête. Donc ça veut dire que la requête va passer au second middleware que nous avons défini dans la liste des gestionnaires lorsqu'on a défini la route en question. Donc la requête arrive au second gestionnaire qui fait également des vérifications, qui choisit de laisser passer la requête ou pas. Donc dans ce cas, le gestionnaire laisse également passer la requête, ce qui fait que la requête arrive au troisième gestionnaire qui fait également des vérifications avant de laisser passer la requête pour accéder à la base de données par exemple. Et lorsque tout ceci finit, donc on voit que la requête, la réponse est retournée à l'utilisateur. Donc nous avons un second exemple ici, où lorsque l'utilisateur effectue la requête, donc il y a le premier middleware qui laisse passer la requête pour que la requête arrive au second middleware, c'est-à-dire le deuxième gestionnaire de route dans ce cas. Donc on voit ici que dans ce cas, ce gestionnaire de route ou ce middleware effectue des vérifications et trouve que selon le code qui se trouve à l'intérieur du gestionnaire de route, que nous ne souhaitons pas laisser passer la requête. Donc on voit que ce gestionnaire de requête de route, ce middleware bloque dans ce cas la requête et ne laisse pas passer la requête pour atteindre le serveur de base de données dans ce cas. Donc dans ce cas, il peut choisir de retourner une réponse qui est retournée à l'utilisateur. Donc on peut considérer par exemple que ça, on peut supposer que ça par exemple c'est un serveur d'authentification, plutôt un middleware d'authentification qui vérifie si l'utilisateur est authentifié avant de le laisser passer. Et vu que l'utilisateur n'est pas authentifié, ou que le gestionnaire ne trouve pas les entêtes d'authentification, donc du coup il bloque la requête et retourne une réponse qui va contenir des détails du refus de la requête. Donc ce qu'il faut noter ici, c'est que lorsqu'une requête est effectuée, la requête va transiter à travers les différents middleware en respectant leur ordre de définition. Et cela jusqu'à ce que l'un des gestionnaires de route, c'est-à-dire l'un des middleware, choisissent de traiter la requête et de retourner un résultat. Donc ce qu'il est important de savoir ici, c'est qu'il faut juste s'assurer qu'à un moment donné, la requête soit traitée par au moins un des gestionnaires parmi les différents gestionnaires. Sinon, aucune réponse ne sera retournée à l'utilisateur. Donc la requête va rester en instance comme ça, sans réponse. Et l'autre chose aussi, c'est que pendant que la requête transite à travers les différents middleware, les middleware se comportent en quelque sorte comme des intercepteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent modifier le contenu de la requête en y ajoutant certaines informations ou en y supprimant certaines informations avant de laisser la requête passer au middleware suivant, ainsi de suite. Donc dans la pratique, un middleware a une signature qui se présente comme suit. Donc contrairement aux gestionnaires de route classiques qui ont juste des requests et des responses, c'est-à-dire deux paramètres au niveau de la fonction qui permet de les définir. Ici, nous avons un paramètre supplémentaire, le troisième paramètre, qui est généralement nommé nest et qui permet de passer ou de donner la main au middleware suivant.
Donc nous avons une signature qui s'apparente à ceci. Donc on peut faire un traitement à l'intérieur de notre middleware et retourner une réponse si nous le souhaitons, ou soit faire appel à la méthode nest ou au callback nest pour donner la main au middleware suivant. Donc ainsi, dans la pratique, on peut avoir par exemple des middleware d'authentification qui permettent de vérifier à chaque fois qu'une requête passe par le middleware, que la requête en question porte bien les entêtes d'authentification et que les tokens d'authentification sont valides. Sinon, le middleware retournera une erreur d'authentification à l'utilisateur. Donc cela empêchera ainsi la requête de poursuivre sa route ou son chemin vers les autres middleware, comme l'exemple que nous avons ici. Donc on peut considérer par exemple que ce middleware est un middleware d'authentification, et vu que les tokens d'authentification ne sont pas valides ou que l'utilisateur n'envoie pas des données d'authentification, donc du coup ce middleware bloque la requête et retourne une réponse qui va contenir des détails sur pourquoi la requête est bloquée. Donc on peut également avoir des middleware qui permettent de limiter le nombre de requêtes qu'un utilisateur peut effectuer vers une application donnée. Donc en supposant par exemple qu'un utilisateur a souscrit pour un paquet de données qui le limite à un certain nombre de requêtes par jour, donc on peut mettre en place un middleware pour pouvoir réaliser cette limitation. Ce qu'il faut noter, c'est que les middleware peuvent être définis à différents niveaux. On peut définir par exemple un middleware au niveau applicatif, soit au niveau du routeur, soit au niveau d'une route spécifique. Et pour utiliser un middleware, on fait appel à une méthode use qui est disponible soit au niveau applicatif, au niveau de l'application, soit au niveau du routeur, ou soit en passant directement le middleware comme gestionnaire au niveau des routes que nous définissons. Donc nous avons certains exemples ici qui se basent sur l'utilisation d'un middleware que nous avons défini ici. Donc ici, nous définissons un middleware côté applicatif. Donc nous définissons ici un middleware côté applicatif, d'où le app.use. Donc on dit ici que notre application va utiliser ce middleware côté applicatif. Donc ça veut dire que toutes les requêtes qui viendront dans l'application vont transiter par ce middleware. Donc on peut également utiliser un middleware côté routa. Donc ça veut dire que toutes les requêtes qui viendront sur ce routa vont passer par ce middleware. Donc c'est au middleware de décider si la requête continue son chemin ou pas. Donc au niveau des routes, donc ça c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, qu'on pouvait définir un gestionnaire de routes. Donc dans ce cas particulier, on fait passer les requêtes qui vont arriver sur cette route par ce middleware. Et c'est ce middleware qui va décider si oui ou non la requête sera traitée par le gestionnaire que nous avons ici. Donc si la requête est bloquée au niveau de ce middleware, ça veut dire que ça va pas atteindre ce gestionnaire que nous avons mis en place. Donc encore une fois, la différence se trouve au niveau de la signature. Donc c'est le nest qui permet de faire la différence entre un gestionnaire qui se comporte comme un middleware et un gestionnaire classique qui prend juste deux paramètres qui représentent la requête et la réponse. Si nous revenons maintenant au code de notre serveur de test que nous avons mis en place lors des vidéos précédentes, donc vous allez remarquer que lorsqu'on devait brancher le routeur permettant la gestion de toutes les requêtes qui vont venir sur ce endpoint, nous avons eu à utiliser le use ici, donc qui s'apparente à ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc il faut comprendre que dans Express, les routeurs sont en réalité dans les coulisses des middleware. Donc ils se comportent comme des middleware, d'où le fait qu'on utilise le use pour pouvoir les brancher sur un endpoint spécifique. Nous allons donc démarrer notre serveur et réaliser un petit test pour voir à quoi ressemble la mise en place d'un middleware dans la pratique. Donc ici, je vais juste relancer mon serveur. Je vais faire npm run start dev. Donc j'ouvre un nouvel onglet. Donc je fais npm run build dev également. De sorte que lorsqu'on fait des modifications, que ça se reflète côté serveur.
Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la précédente vidéo, donc dans les précédentes vidéos, nous avons mis en place ces deux scripts npm pour pouvoir réaliser le build de notre serveur en mode watch et également démarrer notre serveur en mode watch. De sorte que en mode développement, lorsque nous faisons des modifications de code, que le serveur puisse builder et démarrer automatiquement. Donc, ce qui nous permettait d'avoir un serveur qui était disponible sur le port 3000. Donc, si je refais cette requête, donc on voit que j'ai toujours les données qui sont disponibles. Donc, c'est des choses que nous avons fait dans la vidéo précédente. Donc ici, nous allons faire un exemple simple. Donc, on va essayer de mettre en place un petit middleware qui va nous permettre juste d'afficher, par exemple, l'heure à laquelle la requête a été effectuée, l'URL de la requête et par exemple la méthode de la requête qui a été effectuée. Donc, et nous allons le brancher à différents niveaux dans notre application pour tester et voir ce que ça donne. Donc ici, je vais juste mettre en place, je vais créer un nouveau fichier. Donc je vais nommer cela par exemple loga pour dire qu'il va me permettre de faire des logs. Donc je vais nommer ça loga middleware. Donc nous avons dit tout à l'heure que les middleware, c'est des fonctions classiques ou des gestionnaires de route classiques, juste qu'ils ont un paramètre supplémentaire qui est le nest qui permet de passer au middleware ou à la route suivante. Donc ici, je vais juste créer ici un middleware que je vais nommer par exemple loga. Donc je vais juste créer une fonction ici. Et je vais dire ici que cette fonction prend trois paramètres. Le premier représentant la requête. Donc on va dire ici que c'est request. Le second, c'est la réponse. Donc on va faire réponse ici. Et nous avons le dernier qui est nommé généralement nest, qui représente la fonction permettant de passer au prochain middleware ou à la prochaine ou au prochain gestionnaire de route. Donc là, je viens de définir la fonction ou le middleware, donc il me faut maintenant préciser ce que cela fait. Donc pour un premier temps, nous allons juste faire un nest ici. On va faire juste un petit log ici pour dire qu'on passe par le loga. Donc rien de spécial. Donc on va dire ici loga, comme ça. Donc si je regarde dans ma console ici, que je prends le code du serveur, je n'ai rien pour le moment. Donc si je fais une requête vers le serveur, je n'ai rien de particulier dans ma console ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore branché le middleware dans mon application. Donc pour pouvoir brancher cela, on a vu tout à l'heure qu'il faut utiliser le use. Donc je peux brancher mon middleware à différents niveaux au niveau de l'application. Donc nous avons vu que nous pouvons le brancher sur une route spécifique, sur un routeur spécifique ou côté applicatif, plus haut dans la hiérarchie. Donc ici nous allons faire un premier exemple. Donc on va l'utiliser directement au niveau applicatif. Donc on va juste faire app ici, .use et lui passer notre middleware que nous verrons de créer. Donc nous avons nommé ce middleware tout à l'heure loga. Donc on importe cela. Donc c'est bien importé du middleware. Donc on va faire un test pour voir ce que ça donne. Donc là, je fais une requête sur le serveur. Donc on regarde dans notre console. Donc on voit qu'il y a le loga qui s'affiche ici. Donc ça veut dire que la requête passe bien par notre middleware que nous avons mis en place ici. Donc ce que nous souhaitons faire initialement, donc déjà là, nous avons fait une requête sur une route spécifique, mais vu que le middleware est branché côté applicatif, cela fait que la requête passe par le middleware en question. Donc si je refais un autre test sur notre route par exemple, je
prends la route get user et que je refais la requête, donc je vois que j'ai le loga qui est encore affiché. Et la raison, elle est simple, c'est parce que le loga est branché côté applicatif, comme nous l'avons ici. Donc, déjà, si je retourne ici, je peux maintenant décider en fonction des valeurs auxquelles j'ai accès ici, de pouvoir afficher quelque chose de spécifique. Donc, on s'est dit que dans notre cas, nous allons essayer d'afficher des informations. Donc, on va créer une constante ici que je vais nommer par exemple info. Donc, ce que nous souhaitons faire dans notre cas, c'est d'afficher par exemple la date à laquelle la requête a été effectuée. Donc, je vais faire ici, essayer d'afficher ici la date. Donc, je peux faire ici date .now par exemple. Date.now qui me permet d'avoir la date actuelle, mais là jusque c'est en millisecondes. Donc on va faire simple, je vais juste faire new date ici. Deuxième chose, nous allons essayer d'afficher des informations sur la requête. Donc on va afficher l'URL, donc je vais faire ici request URL. Et nous allons également afficher la méthode. Donc on va faire ici pareil. Donc on peut récupérer ces informations au niveau de la requête. Donc je fais request.méthode. Et là nous sommes bons. Donc on va juste afficher ceci à la place du logo que nous avons. Donc je peux faire ceci. Donc là maintenant nous pouvons refaire une requête. Je fais une requête là. Et lorsqu'on voit dans la console, donc j'ai là l'heure qui est indiquée. J'ai l'URL qui est appelée également et puis la méthode à laquelle j'ai fait appel. Donc si on refait un test ici, que je fais maintenant la suppression d'un utilisateur et que je regarde ici, donc je vois que j'ai appelé ce endpoint à telle heure et que j'ai fait appel au delete pour pouvoir faire une suppression. Donc pareil, si je fais pour le get all aussi, donc il m'indique les informations en question avec l'URL qui correspond à l'URL que nous avons ici. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser un middleware, donc à vous, en fonction de votre besoin, d'adapter le contenu pour répondre à un besoin spécifique. Donc là, nous avons vu comment brancher le middleware côté applicatif, mais on peut décider de le brancher, par exemple, sur une route spécifique. Donc pour pouvoir le brancher sur une route spécifique, donc il faut réaliser cela plutôt au niveau du routeur. Donc après l'importation du routeur, on peut simplement faire ici user router comme ça .use et lui passer notre logo. Donc en procédant ainsi, si je reviens ici et que je fais une requête sur la route en question, donc j'ai le log qui doit s'afficher ici. J'ai le user router logo. Ok. Ici j'ai une requête qui se fait sur /user. Ok. Je vais vérifier si j'ai une erreur de compilation. Non, dans mon cas. J'ai mon logo qui est là. Ici, la raison pour laquelle le middleware ne marche pas, elle est simple, c'est parce qu'elle n'est pas placée au bon endroit. Donc, dans la présentation tout à l'heure, j'avais dit que le Express respecte l'ordre de définition des middleware. Donc, en procédant à la mise en place du middleware de cette façon,
on note que d'abord, la partie définition des routes s'est effectuée ici. Déjà, dans le contenu de notre fichier, nous définissons toutes ces routes en premier avant de procéder à l'exportation du routeur. Donc c'est de cette façon que ça fonctionne derrière le code au final. C'est comme ça que ça va marcher, c'est que nous définissons les routes et nous exportons le routeur. Donc ce qui fait que c'est comme si nous plaçons le routeur tout en bas ici. C'est comme si on faisait user routa et qu'on mettait le code que nous avons tout à l'heure tout en bas ici. Donc ça veut dire que tout ce qui est ici, tous ces gestionnaires vont prendre en compte la requête avant que ça n'arrive sur notre routeur, vu que nous les définissons en dernière position. Donc pour pouvoir faire fonctionner les choses, ça veut dire que ce code, on doit le déplacer. Donc ça veut dire que ce code, je ne peux pas le mettre ici. Donc je dois plutôt le mettre directement ici, juste après la définition du routeur. Donc on va juste importer notre loga ici et refaire le test. Donc j'importe le loga ici. Ici je peux enlever l'import que j'avais, vu que j'en ai plus besoin. Et lorsque je refais le test maintenant, voir le résultat, je retourne dans la console. Donc on voit maintenant que notre loga fonctionne de nouveau. Donc si je refais une autre requête sur le même routeur, donc on voit que la requête s'affiche ici. Mais lorsque je vais essayer de faire une requête directement sur une route qui n'a rien à voir avec les routes qui sont déjà mises en place ici. Donc si je fais par exemple, je vais voir si j'ai une route. Oui, je vais ajouter une route ici, simplement. Donc je vais faire par exemple ici, app.get comme ça. On va créer une route comme ça, qui ne fait rien de spécifique. En supposant que nous avons une route ici qui a un request ici, qui vient d'Express. La réponse qui vient également d'Express. Donc on va se dire ici qu'on va juste faire un hello world, donc je fais results. Ok, comme ça. Je vais tester cela. Donc si j'ajoute une nouvelle requête ici, je vais nommer ça test. Donc l'idée ici c'est juste de pouvoir faire une requête sur une route qui n'a rien à voir avec la route que nous avons définie initialement. Donc là, j'ai la route qui retourne le OK. Si on voit dans la console, on voit que vu que le middleware n'est pas branché sur cette route et que le middleware se trouve plutôt branché sur ce routeur qui n'est pas lié à cette route, donc on voit que lorsque je fais des requêtes sur cette route, donc le loga n'est pas pris en compte. Mais lorsque je reviens ici et que je fais une requête qui concerne la route ou le endpoint / user, donc on verra que la requête sera loguée dans notre console, vu que sur ce routeur nous avons branché notre middleware. Donc il y a également un dernier exemple qui consiste à brancher le routeur sur une route spécifique. Le middleware sur une route spécifique. Donc dans notre cas ici, au lieu de faire user.useLoga comme ça, donc on va l'utiliser sur une route spécifique. Donc il nous suffit dans ce cas de l'utiliser comme on utiliserait un gestionnaire de route classique. Donc on choisit juste la route en question à la place dessus. Donc supposons que je vais avoir cela juste au niveau de mon delete user, donc je le place ici. Donc je fais un save. Je retourne dans mon outil de test. Donc lorsque je fais d'abord une requête sur le endpoint / user ici, mais en prenant ce endpoint qui permet de récupérer des informations sur un utilisateur, lorsque je fais ça et que je retourne dans ma console, je m'attends à ne rien avoir, vu que maintenant j'ai défini le middleware sur une route spécifique. Donc il me faut forcément réaliser des requêtes sur le delete pour que cela soit logué. Donc lorsqu'on va faire maintenant une requête de type delete ici, et qu'on retourne là, on voit maintenant que les informations sont bien loguées dans notre console.
Donc le Loga marche. Donc on vient de voir que nous pouvons brancher un middleware à différents niveaux selon le besoin. Donc à nous d'adapter le contenu de notre middleware pour répondre à un besoin spécifique. Maintenant que nous avons une idée du concept de middleware, il faut noter que Express fournit par défaut certains middleware pour répondre à des besoins spécifiques. Comme exemple, nous avons le fait de parser le contenu d'une requête sous format JSON, le fait de pouvoir servir des fichiers depuis un dossier spécifique, etc. Et lors de la vidéo précédente sur le routing, j'avais mis en place les routes permettant la récupération des informations d'un utilisateur, la suppression d'un utilisateur, mais j'avais pas réalisé ou mis en place la route permettant la création d'un utilisateur, c'est-à-dire le post. Donc il suffit de regarder ce que nous avons ici, les différentes routes que nous avons ici, ou de regarder dans notre outil de test ici que lors de la vidéo précédente, nous n'avons pas mis en place la route permettant d'ajouter un nouvel utilisateur. La raison, elle est simple, c'est parce que nous avons besoin d'un prérequis qui est la connaissance des middleware pour pouvoir réaliser cela. Vu que pour réaliser cela, nous aurons besoin de middleware que Express nous fournit par défaut pour pouvoir parser les requêtes qui sont envoyées par les utilisateurs lorsqu'il s'agit de requêtes de type post. Donc j'avais dit dans la vidéo précédente que je reviendrai sur cette partie, donc nous allons maintenant traiter cette partie. Donc pour pouvoir traiter des requêtes, le contenu des requêtes de type post, éviter de faire une implémentation de concaténation des chunks de la requête de type post qui arrive sur le serveur par nous-mêmes. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, sur les streams, dans la partie ou dans la série sur l'apprentissage de Node.js. Donc on passe par un middleware que Express nous fournit par défaut. Donc il y a deux de ces middleware. Donc il y a un premier qui permet de parser les données sous format JSON et un second qui permet de parser les données qui sont envoyées depuis un formulaire HTML par exemple. Donc nous allons découvrir ces middleware. Donc ici, dans la précédente vidéo, nous avons juste mis ceci afin de revenir dessus plus tard. Donc là, nous allons maintenant mettre en place notre endpoint qui va nous permettre de créer des utilisateurs. Donc pour pouvoir faire cela, nous aurons besoin d'un middleware qui est JSON et le middleware JSON qui est fourni par Express et body parser qui est également fourni par Express. Donc dans les précédentes versions d'Express, il fallait installer des paquets pour pouvoir faire cela. Mais depuis la version 4 ou 5 d'Express, donc ceci existe par défaut, ou ceci est fourni, ces middleware sont fournis par défaut par Express pour éviter d'ajouter des paquets à votre projet pour pouvoir juste les utiliser. Donc ici, pour éviter d'utiliser ces middleware côté applicatif, ce qu'on retrouve dans la majorité des applications, donc nous allons les mettre directement sur les routes dont nous avons besoin. Donc il est possible, lorsqu'on regarde la majorité des codes qu'on trouve souvent dans les tutoriels et tout sur Internet, donc on voit que ces middleware sont créés et branchés directement côté applicatif. Alors que dans la pratique, nous avons besoin des middleware de ces middleware juste lorsqu'on réalise des requêtes de type post. Je ne sais pas derrière si ces middleware vérifient. Je n'ai pas vérifié le code, donc je ne sais pas si derrière ces middleware vérifient s'ils sont branchés sur une requête de type post avant de les traiter ou pas. Mais nous allons être spécifiques ici et brancher cela seulement sur les routes dont nous avons besoin, c'est-à-dire sur des requêtes de type post et seulement. Vu que c'est seulement ces requêtes qui ont besoin d'être parsées en utilisant ces middleware. Donc pour pouvoir utiliser ces middleware, il faut dans un premier temps les importer. Donc ici, nous allons importer le JSON, position ici, ok. Je vais commencer par le JSON. Donc on va se dire ici que pour toutes les requêtes de type
posts qui vont venir sur la route par défaut de ce routeur, c'est-à-dire toutes les requêtes qui seront localhost/user qui seront de type post. Nous souhaitons utiliser le middleware JSON comme ça pour pouvoir parser les requêtes en question. Donc ça va permettre de transformer les requêtes qui vont arriver sous le format JSON et nous pourrons manipuler cela facilement comme étant un objet JavaScript. Donc il faut noter que il est possible de passer des options à cette fonction. Donc nous avons certains paramètres ici ou certaines options qu'on peut passer au JSON, à ce middleware. Mais ici, je ne vais pas le faire, je vais laisser les options par défaut. Donc dans un premier temps, je vais juste faire quelque chose de simple ici. On va dire que lorsque l'utilisateur fait appel à la route en question, nous voulons retourner une réponse avec le statut 201 pour dire que quelque chose a été créé. Et à nous de voir si nous souhaitons retourner le nouvel utilisateur qui est créé ou pas, ou laisser le corps de la requête vide. Donc à nous de décider de cela. Donc dans mon cas, je vais laisser le corps vide. Donc je vais juste faire un response end ici pour clôturer la requête. Donc je fais un return ici. Donc dans un premier temps, nous allons faire simple. On va juste ici afficher dans notre console ce que l'utilisateur envoie. Donc lorsqu'on utilise le JSON comme ça nous permet de parser notre requête et de le mettre sous un format JSON. Donc ici, on va faire juste ici request.body comme ça et voir à quoi cela ressemble. Donc on va créer une nouvelle route ici. Donc je vais juste dupliquer ceci. Donc je vais nommer ça create user. Il s'agira maintenant d'une requête de type post qui sera envoyée sur la route, le endpoint user directement. Donc ici, maintenant nous pouvons décider d'envoyer les données sous le format voulu. Donc pour pouvoir envoyer les données sous format JSON, il faut envoyer l'entête, une entête spécifique pour indiquer cela. Donc l'outil est capable de le faire pour nous. Donc il suffit maintenant d'indiquer maintenant ce que nous souhaitons, mais sous format JSON. Donc dans notre cas, si on se réfère au modèle, nous devons préciser ces différentes informations. Donc je vais juste faire ceci. Donc je fais ceci. Donc il faut que les données soient sous format JSON. Donc je respecte le format. Au niveau de l'identifiant, j'ai pas besoin de mettre explicitement un identifiant. Donc on va se dire que le serveur va le créer pour nous. Donc on n'a pas besoin de préciser ça. Donc il nous suffit juste de préciser le département. Donc on va supposer par exemple que nous voulons créer quelqu'un qui soit dans le département marketing. Donc je fais juste ceci. Donc, et que le niveau de la personne, que c'est un senior par exemple. Donc, je fais ceci également. Au niveau du nom, nous allons mettre un nom comme ça. Je vais mettre par exemple Logan. Donc, on est bon au niveau du format. Donc, lorsque je fais l'envoi de la donnée, donc j'ai le 201, on s'attend dans la console à avoir la donnée qui est loguée. Donc on voit bien que la donnée que nous envoyons, c'est cette donnée qui est bien récupérée ici. Et qu'est-ce qui nous permet d'avoir cela? C'est notre middleware que nous avons ajouté ici. Donc si j'enlève ce middleware, je vais juste enlever ce middleware, on va voir le comportement sans le middleware. Donc je fais ceci. Donc je refais la même requête. On regarde là. Donc on voit que j'ai le undefined, c'est-à-dire que le request.body ne contient rien.
Donc, ce qui veut dire que c'est ce middleware, le JSON que nous avons mis ici, qui fait le travail pour nous en nous créant ce request.body. C'est-à-dire qu'il ajoute ce body en parsant la requête que l'utilisateur envoie. Donc, sans ce middleware, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, on l'aurait fait par nous-mêmes en utilisant la méthode que nous avons vue dans la série sur l'apprentissage de Node.js. Donc, c'est pour éviter ce travail manuel ou cette implémentation par nous-mêmes que nous passons par ce middleware. Donc, voilà l'intérêt des middleware dans ce cas. Donc, nous allons maintenant voir le cas de JSON du body parser. Vous avez vu que pour pouvoir faire ceci, j'ai dû saisir ou faire tout ceci en renseignant le JSON, en respectant le bon format et tout. Donc, on aurait pu faire la même chose en passant, par exemple, par un formulaire. Donc, j'aurais pu passer par un formulaire comme ça pour faire la même chose, jusqu'en procédant de cette façon. Le serveur ne va pas reconnaître les données, vu que il nous faut quelque chose pour parser la donnée. Donc, ici, lorsque je procède de cette façon et que je refais la même chose, donc je vais juste copier les noms des champs et mettre les bonnes valeurs. Donc ici, on avait mis S. Au niveau du nom, on peut mettre un autre nom. Je vais mettre par exemple l'étal, par exemple. Et au niveau nous avons besoin du nom, du niveau et du département. Ok, donc je mets le département. Je vais mettre ici IT par exemple. Donc je peux supprimer ceci. Donc lorsque je fais la requête, on voit que dans ma console, j'ai le request body qui est vide. C'est un objet mais qui est vide. La raison elle est simple, c'est parce que JSON, le middleware JSON permet de parser juste les requêtes qui sont envoyées comme étant du JSON. Mais il ne permet pas de parser les requêtes qui sont envoyées à travers des formulaires comme nous l'avons ici. Donc pour pouvoir réaliser la même chose et avoir le body ici, mais en passant par un formulaire, donc c'est là qu'on utilise le body parser. Donc nous allons mettre en place ce middleware également et l'utiliser pour travailler. Donc pour le body parser, pour le JSON, nous l'avons créé comme ça. Mais ce qui se fait dans la pratique, généralement, c'est d'initialiser ceci quelque part ici. Donc on aurait pu faire ceci, créer notre JSON ici. On aurait pu faire comme ça. JSON, je peux mettre par exemple JSON parser par exemple. Et l'utiliser ici. Donc on fait juste, on refait juste le test pour être sûr. Je vais juste dupliquer. Donc je vais nommer ça JSON. Et je vais nommer le second, on va le laisser comme ça. Donc ça c'est à partir de formulaire. Donc dans la partie JSON, je reprends le format JSON ici. Donc du coup, il me faut remettre tout ce que j'avais tout à l'heure. Je vais tricher un peu, je vais copier ça quelque part ici. Au niveau du timeline, si je fais ça, le corps, j'ai ceci. Je transforme tout ceci sous format JSON. Je mets ceci. Je refais la requête. Là, on a tout est OK, mais c'est juste dans le cas des données qui sont envoyées en utilisant le
le forme que nous n'avons pas le résultat escompté. Donc c'est ce que nous souhaitons faire. Donc on va faire pareil ici. Donc on va mettre en place notre parseur. Donc je vais mettre, généralement c'est nommé body parser. Donc on va mettre body parser ici. Donc on va dire que cela correspond à notre express. Donc on va récupérer express ici. Donc ici je fais express. Donc ici le nom qui est utilisé. Donc avant c'était le paquet tiers body parser qui est utilisé, mais le nom sous express c'est URL encoded au lieu de body parser. Donc du coup je vais juste utiliser ce nom ici. Donc autant pour moi. Donc je prends le body parser que je vais utiliser ici. Donc lorsque je retourne maintenant au niveau de mon environnement de test, que je fais la requête, donc je vois que maintenant j'ai également les données qui me sont récupérées, qui sont parsées sous un format, sous forme d'objet que je peux utiliser. Donc maintenant, avec le body parser et le JSON parser, donc du coup que je fasse la requête à partir d'un formulaire ou en envoyant la requête sous un format JSON, les données me seront parsées et je pourrai les récupérer en utilisant mon request.body ici. Donc nous allons maintenant réaliser l'implémentation ici en récupérant les données, en les ajoutant dans notre petite base de données qui s'apparente à un tableau ici. Donc il nous suffit maintenant d'avoir un ID ou de générer un ID à chaque fois pour nos éléments pour que les ID soient uniques dans le tableau. Donc ici, pour l'ID unique, déjà pour la donnée, lorsqu'on récupère la donnée, on va juste prendre les parties qui nous intéressent. Donc ici, nous allons juste récupérer le département, le nom de l'utilisateur et le niveau. Donc nous allons ensuite utiliser ces informations pour créer notre nouvel utilisateur. Donc ici, il nous faut également créer un ID à chaque fois. Donc si nous souhaitons réaliser des validations, donc c'est ici qu'on doit réaliser ces validations avant d'insérer la donnée dans la base, dans notre base de données. Donc ici pour la création de l'ID, donc on va utiliser ici crypto. Donc je vais faire crypto ici .get donc on va faire random UID comme ça pour nous générer des UID qu'on va utiliser pour créer nos utilisateurs. Donc ensuite nous allons ajouter cette information dans notre tableau. Donc je vais juste ici prendre notre tableau que nous avons ici inséré, la donnée à l'intérieur. Donc on va prendre notre tableau d'utilisateur et insérer un nouvel utilisateur à l'intérieur. Donc le nouvel utilisateur que nous souhaitons créer, qui est user, donc ce serait à la fois les données que nous avons déjà récupérées, c'est-à-dire l'ID, en plus de ces informations. Donc cela représente notre utilisateur en question. Ensuite, nous allons modifier notre ancien tableau. Donc on va réaliser une copie de l'ancien tableau et ajouter à la fin de ce tableau notre nouvel utilisateur. Donc ce sera le résultat final. Et dans notre réponse ici, on peut choisir par exemple de retourner soit l'utilisateur, le nouvel utilisateur, ou soit retourner juste son ID pour qu'on puisse l'utiliser plus tard pour effectuer pour récupérer ces informations par exemple. Donc on va refaire une requête ici
Donc je fais le save, donc j'ai l'information de l'utilisateur qui est retournée. Donc pour voir que cet utilisateur existe vraiment, nous allons faire un get by user et utiliser cet ID. Donc on s'attend à avoir des informations sur l'utilisateur que nous venons de créer. Donc ça prouve que l'utilisateur que nous avons créé tout à l'heure a bien été ajouté à la base de données. Donc on va refaire un test également avec le format JSON. Donc on va mettre ici par exemple user A par exemple. On va dire que cet utilisateur se trouve dans le département marketing. Donc je fais la requête, j'ai le résultat. On va voir si nous avons un utilisateur user A qui va se retrouver dans la liste globale. Donc je viens ici. J'enlève le filtre, je fais la requête, on s'attend à avoir un utilisateur qui s'appelle user A. Donc l'utilisateur est bien là, il est dans le département marketing. Donc ça prouve bien que ce que nous avons mis en place ici est fonctionnel et que nos différents middleware marchent bien. L'un des avantages aussi d'utiliser Express pour le développement des applications, c'est qu'on bénéficie lorsqu'on l'utilise de beaucoup de middleware tiers pour répondre à d'autres besoins, comme la limitation du nombre de requêtes, le traitement de l'upload de fichiers, la sécurité, etc. Donc il suffit de faire un tour sur cette page, dont je mettrai le lien en commentaire de la vidéo, pour découvrir certains middleware tiers qui sont fournis par la communauté. Et perso, pour les 2000 middleware tiers que j'utilise souvent lorsque je développe des applications qui sont basées sur Express, il y a Corse. Donc si on cherche ici Corse, donc il n'est pas là. Donc j'ai Corse que j'utilise souvent, qui comme son nom l'indique permet de gérer des erreurs de Corse. Et nous avons également Helmet que j'utilise également souvent. Donc c'est un middleware qui permet de sécuriser vos endpoints ou de protéger votre serveur contre certaines erreurs, certains problèmes de sécurité qui sont connus. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur cette page si vous voulez pour votre application avoir une idée de certains middleware tiers que vous pouvez utiliser. Vous avez par exemple Morgan qui permet de servir de Loga. Donc il y a aujourd'hui Pinot qui permet de faire la même chose et d'une façon plus rapide. Vous avez Passport qui vous permet d'implémenter différents types d'authentification dans votre application, comme l'authentification basée sur les médias sociaux, Google, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour ici pour votre application. Lorsque vous souhaitez réaliser certaines choses, voir s'il n'existe pas déjà des middleware qui vous permettent de réaliser ce dont vous avez besoin avant de chercher à réaliser l'implémentation par vous-même. Ou n'hésitez pas également à faire une recherche sur Internet directement en fonction du besoin. Et pour terminer cette partie sur les middleware, nous allons voir comment se fait la gestion des erreurs avec Express. Donc nous allons parler dans ce cas des middleware de traitement d'erreurs. Donc la première chose à savoir côté Express, c'est que la gestion des erreurs est centralisée. Donc il existe un seul middleware qui permet de centraliser toute la gestion des erreurs côté applicatif. Et le middleware de traitement d'erreurs a sa particularité, c'est qu'il porte ou qu'il accepte il accepte 4 paramètres au lieu de 3 paramètres comme nous l'avons vu pour le cas d'un middleware classique. Donc, nous avons vu dans un premier temps que pour un gestionnaire de route, il suffisait d'avoir 2 paramètres au niveau du callback. Au niveau des middleware classiques, il fallait avoir 3 paramètres dont le troisième représentait la méthode permettant de donner la main au middleware ou au gestionnaire de route suivant. Et maintenant, nous allons voir le cas du middleware de traitement d'erreurs qui accepte, lui, particulièrement 4 paramètres au niveau de son callback. Donc le quatrième argument, c'est ce qui permet à Express de savoir que ce middleware représente un middleware de gestion d'erreurs. Donc pour tester cela, nous allons mettre en place un second middleware
de gestion d'erreurs. Donc je vais juste mettre ici error middleware.ts. Donc ici, nous allons faire comme pour le cas du middleware que nous venons de créer. Donc je vais mettre ici un nom. Donc je vais nommer ça error handler par exemple. Donc nous venons de dire que contrairement au Loga qui était un gestionnaire de un middleware classique, donc ici, dans le cas du middleware de gestion d'erreurs, nous avons un paramètre en plus du nest. Donc, je vais d'abord compléter la partie typing. Donc, nous avons un quatrième paramètre qui représente l'erreur. Donc, jusque ce quatrième paramètre représentant l'erreur se trouve au début. Donc, nous avons le error comme ça, qui représente notre quatrième paramètre. Donc ici, ça représente ici, dans ce cas, je vais juste mettre error ou any, je sais pas, parce que je vais juste mettre ici any, vu que les erreurs peuvent être de différents types et certaines erreurs. En réalité, l'erreur doit toujours, dans la pratique plutôt, l'erreur doit toujours hériter de error et potentiellement étendre plutôt le error que nous avons par défaut comme ça, étendre cela en y ajoutant d'autres propriétés. Donc pour faire simple ici, nous allons dire que l'erreur c'est de type any, c'est-à-dire que ça peut être différents types d'erreurs en fonction du besoin. Donc un middleware de gestion d'erreurs se présente comme suit. Donc 4 paramètres dans le premier représentent l'erreur qui a été déclenchée. Donc à nous ici de traiter l'erreur comme nous le souhaitons et de retourner un résultat à l'utilisateur. Donc dans notre cas, nous allons faire simple, nous allons juste afficher l'erreur en question. Donc on va faire console.error ici et essayer d'afficher l'erreur en question. Donc je vais juste afficher ici la stack trace et à la fin nous allons juste faire un return. On va dire que côté réponse que nous souhaitons retourner un statut 500 par exemple et envoyer un message qui va dire que on expected error par exemple. Donc dans la pratique, ici c'est juste un exemple, mais dans la pratique, à vous de gérer l'erreur, de vérifier le contenu de l'erreur et de retourner une réponse en fonction de ce que contient l'erreur. Donc dans la pratique, on aurait pu faire ceci, par exemple, on peut dire par exemple if type of error, par exemple, type of error égale à quelque chose ou error instance of quelque chose, par exemple. On peut faire ceci comme c'est un objet, donc on peut dire par exemple if error instance of notre classe que nous souhaitons faire quelque chose de particulier. Donc on fera ce quelque chose de particulier ici. Donc do something. Donc on peut retourner une réponse particulière, effectuer un traitement particulier en fonction de ce que nous voulons. Mais nous allons faire simple ici. Donc nous allons juste afficher l'erreur, le stack trace dans la console et puis retourner un message en expected error. Donc en créant le gestionnaire de cette façon, il faut quand même le brancher quelque part pour que ça soit reconnu par Express. Donc ici, le point important aussi à savoir, c'est que l'ordre, comme je l'ai dit au début, l'ordre est important. C'est-à-dire qu'il faut brancher le gestionnaire d'erreurs en dernière position. Donc c'est le dernier à être branché sur l'application. Donc on va le mettre côté applicatif. Donc on va faire use ici et je vais mettre ici error handler. Donc on le branche côté applicatif, c'est normal pour que ça puisse contrôler
tout ce qui arrive sur l'application ou tout ce qui sera déclenché comme erreur sur l'application. Donc il nous faut un moment donné. Donc il faut qu'une erreur soit déclenchée à un moment donné pour que cela arrive au niveau de notre gestionnaire d'erreurs. Donc pour pouvoir faire cela, nous allons simuler une erreur ici. Donc supposons que je simule une erreur ici. Donc lorsqu'on va essayer d'accéder à la liste des utilisateurs, je vais juste faire ici throw new error comme ça. Donc je vais donner une erreur, je vais juste faire ceci, erreur comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je viens au niveau de mon application, je fais une requête, donc j'ai une erreur 500. Lorsque je regarde dans ma console, donc je vois que j'ai mon middleware de gestion d'erreur qui agit, donc qui m'affiche l'erreur en question qui a été déclenchée, donc il me dit que c'est une erreur de type error et que le test envoyé c'est ça. Donc nous avons le stack trace qui est là. Donc si je modifie, par exemple, je vais au niveau de mon gestionnaire d'erreur et que je mets en plus un test ici, console.log, et que je mets par exemple là, je vais mettre juste ici error handler pour dire que nous sommes dans le gestionnaire d'erreur. Donc je mets error handler comme ça. Lorsque je refais la requête, lorsqu'une erreur se produit, donc je peux voir ici que j'ai le message error handler qui est affiché là. Donc ça prouve que l'erreur arrive bien au niveau de notre gestionnaire d'erreur. Donc c'est de cette façon qu'on peut mettre en place un gestionnaire d'erreur qui va capturer les différentes erreurs qui sont émises au niveau des différentes routes dans l'application. Donc à vous encore une fois de gérer les choses ici comme on le souhaite pour que tout marche bien. Donc à chaque fois qu'il y aura une erreur qui sera déclenchée au niveau d'une des routes, donc l'erreur va arriver automatiquement au niveau du gestionnaire d'erreur. Donc pour faire le test, si on reprend une autre route où il n'y a pas d'erreur, donc rien ne se passe, c'est seulement lorsqu'une erreur se produit au niveau d'une route que le handler va se déclencher, le middleware de gestion d'erreur va se déclencher. Donc si je reviens ici et que je refais une requête, c'est parce que l'élément a été supprimé ou n'existe plus dans la base. Ici j'ai un bon résultat également. La suppression, si l'élément existe, il sera supprimé, etc. Donc voilà, de façon générale, ce que j'avais à partager avec vous sur les middleware au niveau de Express. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et afin d'encourager le travail que je fais, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous à travers les médias sociaux ou avec vos collègues pour permettre à d'autres personnes de profiter de ce contenu. Et en faisant cela, cela contribuera également à améliorer la visibilité de la chaîne.